gars sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme à au kit parade de confiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le parotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Moi sur nous donne de la pousse pour faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de feu. Château vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans leur peu de pouvoir, et ils te traitent comme un goubou. Nerveux dès le matin, petit frère, ne me parle pas de balayer mon bras trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi le mien, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla. Fermez de belles c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton édifice te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le West est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Il existe un meilleur moyen d'éviter le stress des règles. Bonsoir à tout le monde. Je vous fais suivre une vidéo, plusieurs vidéos. Je commence par vous faire suivre la vidéo de Dieudonné Issumba.
Bonsoir à tout le monde. Et conviction au sujet du fédéralisme au Cameroun. En face pour le duel ce soir, c'est un autre habitué des plateaux de télévision qui soutient lui le fédéralisme au Cameroun. Dieudonné Essomba, puisqu'il s'agit de lui, est économiste statisticien. À la retraite depuis quelques années, le sexagénaire s'est converti en pisciculteur, s'en étant chez lui au quartier Oyomaban. Produit des tonnes de poissons destinés à la commercialisation, l'activité qui rassemble une kyrielle de jeunes vise, n'est-ce pas, pour notre économiste, à réduire le taux de chômage au Cameroun. Marqué depuis plus de 40 ans, Dieudonné Essomba a pour modèle Joseph Tchindiamponi, notre deuxième invité a développé une addiction au tabac qu'il consomme depuis l'âge de 16 ans pour soulager ses maux de tête. Il est là, dans ce studio, Dieudonné Essomba. Voilà. Et chez lui, de l'autre côté de Konamben Paokola, dans la Leki région du centre, on dit le Mekili. Décor campé, à vous pour la suite. Merci Delphine. Je reprends encore avec Dieudonné Essomba, mais je vous propose, Delphine, à vous les invités aussi, en vous disant bienvenue, je vous propose de découvrir la pomme de Kiscotte de cette émission. Cinquantenaire de l'unification, et voilà relancer le débat sur la cohésion nationale. Pourtant, projet des pères fondateurs qui ont obtenu successivement, et parfois par le compromis, la douleur et même le sang, l'indépendance, la réunification puis l'unification. L'État unitaire acquis, les regards des forces vives étaient désormais arrivés après 1972, mais l'intégration nationale, ciment du sentiment national comme passé commun, des défis nationaux, des projets fraternels, les marins souverains uniques où les échanges intercommunautaires auront été à fabriquer. Et voilà que vint, en trouve le fait, la question anglophone. Mis sous le boisseau, parfois tenu au long des discussions des salons feutrés, sa résurgence a pris de court les têtes couronnées au détour de la revendication sécessionniste armée déclenchée en 2016. Si le caractère séparatiste, voire irrédentiste de ces revendications n'a pas rencontré l'adhésion populaire, il aura occasionné d'apprécier à nouveau la question de la forme de l'État, près de 50 ans après le référendum du 20 mai 1972. Une partie de l'opinion, soutenue par le SDF, qui inscrivait déjà le fédéralisme dans son mantra depuis le congrès de Bafoussam en 1993, plaide le retour à cette forme qui consacre la participation locale au développement, suggère-t-elle. Dieudonné Essomba, analyste politique, bon cru, connu et très respecté, n'est pas loin des rangs de cette opinion-là, puisque l'économiste et statisticien est clairement pro-fédéralisme et le dit presque en secondolant. En face de lui, Michel Florence Digoumé, fervente militante du RDPC au pouvoir, estime que la forme actuelle, l'État unitaire décentralisé acté depuis 1972 et oxygéné par le Code de la décentralisation de 2020 qui reconnaît une spécificité des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, trivialement désignée zone anglophone, suffit pour permettre le développement harmonieux des régions. Pour l'analyste,
Docteur en relations internationales qui s'appuie sur des exemples étrangers, le fédéralisme n'est pas la panacée. La forme de l'État n'est pas discutable à plusieurs égards, suivant la ligne de son parti. Les deux personnalités croisent le verbe ce soir, par le poids des arguments, les références scientifiques et la magie du verbe. Ils vont sans doute éclairer votre lanterne, vous citoyens du Cameroun et du monde, qui devez vous bâtir une opinion sur la forme de nos États. Voici le duel. Daniel Anissé et Raoul Moufo pour avoir campé le décor pour nous. Bonsoir Dieudonné Somba. Merci d'être là. Bonsoir Michel Dikoumé. Merci d'être là. Nous allons rentrer dans le duel. Le temps des civilités est passé. Et je commencerai par vous, Madame Dikoumé, avec cette question d'entrée de jeu. Pourquoi êtes-vous cramponné à l'idée de l'État unitaire décentralisé? On ne bouge pas. Votre parti politique dit d'ailleurs qu'on ne discute pas de la forme de l'État au Cameroun. Non, mais pour être assez explicite, déjà, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent ce soir. Je me cramponne justement à ce mot de pensée pour la simple raison que nous vivons dans un Cameroun en marche. Le Cameroun en marche n'est pas aujourd'hui. Lorsque nous regardons le régime des communes, il date d'avant les indépendances. On a eu en 1941 la création des communes de Douala et de Yaoundé. Et avec le temps, nous avons évolué vers la décentralisation. Nous avons eu l'ouverture démocratique de 90 avec le multipartisme, qui démontrait déjà à suffire que l'État unitaire à un moment allait s'effriter et que nous avions fatalement penché vers la décentralisation. La décentralisation est inscrite à l'ordre du jour depuis les années 90, lorsque nous nous retrouvons même déjà avec un groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Nous avons évolué au fil du temps avec des partenaires au développement. Nous avons connu chez nous les communautés urbaines qui ont développé à suffisance, n'est-ce pas, les régions. Nous sommes quand même l'un des rares États en Afrique où nous trouvons plusieurs capitales régionales bien développées, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque nous voyons les formes, n'est-ce pas, de certains pays limitrophes, voire même lointains, où nous avons une capitale régionale, une capitale politique et une capitale économique, et le reste du pays, c'est des États de non-droit, des zones de non-droit. Donc vous, Bertois, Marois... Oui, c'est des grandes villes, oui, elles sont développées, c'est des grandes villes, et lorsque l'on vit dans ces capitales régionales, on n'en vit pas véritablement le citoyen de Yaoundé. Alors tout va très bien. Nous allons évoluer au-delà de ces délégations des communautés urbaines vers le développement national participatif. Au-delà de ça, nous enjambons donc maintenant vers l'État unitaire décentralisé où l'État aujourd'hui n'est plus que unitaire, mais il se livre à la diversité dans un transfert de technologies, de compétences, de financement vers les élus locaux. Et c'est ce que nous devons à suffire aujourd'hui pour impulser, n'est-ce pas, le développement qui a commencé, même si quelque part il est un peu plombé par la multiplicité des crises que nous avons traversées, la crise sécuritaire extrême nord, la crise sociopolitique en zone dite anglophone, et puis la Covid-19 également, qui est venue ébranler les économies du monde, n'a pas fait l'économie au Cameroun, qui aussi est passée par ce secousse-là. Donc c'est pour vous dire que tout très bien fait, nous avons l'intime conviction que c'est l'État unitaire décentralisé qu'il faut aux Camerounais pour qu'enfin le Camerounais soit lui-même participant de son propre développement, qu'il soit au-delà de l'acteur, mais le gendarme même de ce développement, histoire de mieux comprendre la ressource afin que nous ayons tous une égale répartition des produits de la croissance. Donc une forme, n'est-ce pas, de justice sociale. Merci Mme Dikoumé. Dieudonné Somba, vous avez dit à qui veut l'entendre, et chaque fois que vous avez été interrogé sur la question, vous êtes pour le fédéralisme, et vous avez d'ailleurs, pour cette raison et peut-être d'autres raisons, accordé votre sympathie au candidat Joshua aussi du SIF en 2018, parce que une des idées promues ou bien envoyées par le SIF à cette occasion-là, c'était le fédéralisme, la mise en place du fédéralisme. Est-ce que vous pouvez repréciser pour nos téléspectateurs, en guise de mise en bouche, de première prise de parole, pourquoi vous êtes si attaché à l'idée du fédéralisme au Cameroun? Très bien, je dois d'abord préciser que je suis économiste. La caractéristique fondamentale d'un économiste, c'est aborder tout le problématique comme un projet. L'État unitaire était un projet. L'idée à la base, c'était quoi? C'était que
le Cameroun a été construit historiquement par des forces extérieures, forces exogènes. Ça a été d'abord les Allemands, ensuite le tandem français-britannique. Bon, cela s'est passé sans demander l'avis des divers segments communautaires qui en faisaient partie. Lorsqu'on aborde l'indépendance, il y avait une certaine idéologie à l'époque. L'idéologie, c'était que la suppression, la diversité tribale était nécessairement quelque chose de négatif. C'était posé comme ça. Et que il fallait d'office écraser cette diversité. À cette époque, le projet avait une certaine pertinence parce que l'argumentaire était là. Premièrement, il fallait pas des nations, non? Les États avaient les moyens d'écraser une communauté. Il y avait le parti unique. Donc, il suffisait que le gouvernement, c'est lui qui avait voté au pouvoir, dictait sa vision de l'État pour qu'un dispositif puissant comme ceux et du parti unique de la police politique impose ça aux populations. Il y avait le contrôle de l'information. Donc, la seule information était celle qui était définie par le pouvoir. Il y avait à côté de ça la notion de souveraineté qui est plus ou moins obligée aujourd'hui par des ONG, par exemple. À l'époque, un champion pouvait massacrer une partie de sa population sans que les gens disent quoi que ce soit. Aujourd'hui, le moindre acte que l'État pose est dénoncé. Il y avait le niveau intellectuel même de la population qui était très faible. Mais maintenant, tous ces jours-là ont changé. Vous ne pouvez plus prétendre étouffer les communautés, empêcher les communautés d'exprimer leur identité. Vous ne pouvez plus empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Vous ne pouvez plus enserrer les gens dans le parti unique. Donc le projet tel qu'il a été formaté, les conditions ont changé. Il fallait donc en quelque sorte revoir ce projet, le projet de l'État unitaire. Parce que les conditions qui auraient pu justifier la destruction des communautés primaires au profit d'une nouvelle nation dépassant les tribus, ces conditions n'existaient plus. Bon, maintenant, qu'est-ce que cela a donné comme conséquence? Cela a donné une série d'impasses. On a le mot d'impasse politique. Vous avez un État qui dit soyez d'abord Camerounais avant d'être de vos tribus. Mais le jour où il y a un concours de l'ENAM, les bagarres commencent. Les gens ont vu, les petits ont vu toutes les classes. Et il y a un concours d'architecture, les Américains ont vu toutes les classes. Et c'est comme ça. Les communautés camerounaises ne se détestent pas au jour le jour. Mais chaque fois, on dit qu'on n'a pas un tribalisme horizontal. Mais le tribalisme, comme on a certains tribalismes verticaux, c'est-à-dire un tribalisme lié aux avantages de l'État. Et ces avantages de l'État sont de quatre natures. Il y a d'abord l'emploi. Le jour où il y a le recrutement, c'est la guerre. Même le recrutement des instituteurs, c'est la guerre entre les tribus. Et il y a des nominations, des postes de pouvoir. Le jour où il y a les nominations de sous-préfets, les gens l'ordre. Est-ce que les gens de chez moi ont été... Ah, c'est seulement les petits. Le jour où il y a les élections à Douala, les gens qui vivent ensemble commencent à se regarder en chair de faïence. Vous avez des mères chez vous, hein, dans votre tribu, hein, ici, là, il faut les autochtones. En troisième, les infrastructures collectives. Les gens regardent le budget.
Ah, les autres, tels si ont voulu ceci, tels si ont voulu ceci. Et enfin, les rangs de situation. Vous connaissez le problème qui s'est posé avec Rams, les subventions, les appuis que l'État donne. On voit la fameuse ligne 94. Où les gens se charcutent. Votre ancienne administration. Tout à fait. Vous voyez donc un système qui fonctionne sur ce modèle. Hein? C'est-à-dire où, alors que les communautés, lorsqu'il n'y a aucun enjeu de l'État, les communautés vivent bien. Survient un enjeu de l'État. Vous voyez les Bakouiri qui sont au sud-ouest, les Makia qui sont à l'est, les Toupouri qui sont à l'extrême nord, et qui n'ont rien à voir ensemble. Ils n'ont pas à se quereller, mais ils vont se quereller parce que les listes de l'ENA ont privilégié qu'elles. Nous avons un État qui fabrique les tensions intercommunautaires. Et ça, c'est l'État militaire. À côté de ça, il y a le fameux programme de fond. Je crois qu'on va revenir sur ça. Qui, en quelque sorte, on a pensé qu'on pouvait oblitérer l'histoire, annuler l'histoire. Mais bon, au fond, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, de manière sélective, choisir ce qui vous arrange dans l'histoire d'un pays en bien d'autres choses. Et c'est ça qui nous rattrape. On a le droit pour nous aujourd'hui de transition. On va peut-être revenir sur ça. Et il y a l'État militaire qui multiplie les incohérences fonctionnelles même de sa propre citoyenneté. On dit aux gens, le Camerounais est parti chez lui. Mais on dit, lorsqu'il s'agit d'un poste de maire, vous n'êtes plus chez vous. Maire de ville. Maire de ville. Non, de toute manière, on sélectionne, c'est-à-dire, c'est une violation flagrante même du concept défini. Donc, si vous multipliez les incohérences fonctionnelles, à côté de ça, il y a l'impasse économique. L'État militaire mobilise les efforts de la nation pour le contrôle du budget. Les 4700 milliards qui sont logés, les 5500 milliards qui sont logés, les trucs. C'est ça que tout le monde regarde. Tous les Camerounais. Plutôt que les gens, au lieu que les gens se mobilisent, chacun dans sa région, tout le monde regarde et tout. Le système est tel que aujourd'hui, le chef de l'État, le chef de l'État, on a modifié le système tel que si le chef de l'État est malade, tout le pays est malade. Si le chef de l'État est indisponible, tout le pays est indisponible. C'est-à-dire que les Camerounais sont garrotés. Et le pire dans ça, c'est qu'avec l'État militaire, même d'abord, le pays est contrôlé par l'extérieur, parce qu'il suffit de contrôler le chef de l'État. Même un cercle marabout peut contrôler la politique du Cameroun. Parce qu'il suffit qu'il contrôle le chef de l'État. On a un système dans lequel nous sommes ligotés. Et aujourd'hui, avec le FMI, l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé au FMI, les gens n'ont jamais compris pourquoi, c'était pour extraire une partie du pouvoir d'État, de la puissance de l'État, du patrimoine de l'État, du contrôle étranger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le FMI a saisi notre budget. Nous ne pouvons plus rien. C'est le FMI qui nous dit fais ceci, fais ceci, fais cela. Or, quand j'ai demandé de fédéraliser, c'est une manière de dire au gouvernement que non. Faisons comme un polygame. Un polygame, qu'est-ce qu'il fait? Quand il sait qu'un bien qui peut être saisi, il prend une partie des biens qu'il remet aux femmes sous le régime des biens séparés. Le jour où on vient le saisir, Lucien va dire non, ça c'est les biens de ces femmes. Je ne les saisis pas. Je saisis seulement les biens du mari. Mais aujourd'hui, on a tout saisi. Les 15% qu'on a prétendu donner, rien. C'est le MMI qui dit. On revient sur. Je peux encore. Oui, vous avez pris 10 minutes pour votre premier temps de parole. Madame Dikoumé n'en a consommé que 2,5. Donc elle a le droit de rattraper les 8 minutes. Ok, merci. Il n'y a pas de problème. Alors, Madame Dikoumé, Dieudonné Essomba dresse une liste
frein au développement qu'encourage le centralisme, l'État unitaire décentralisé. Est-ce qu'on peut apporter des solutions à ces freins-là en conservant la forme de l'État en l'État? Oui, mais écoutez, lorsque M. Somba parle de l'État unitaire, je crois qu'il parle de quelque chose de dépassé. Nous sommes dans l'État unitaire décentralisé. C'est cette nouvelle forme que le Cameroun revêt aujourd'hui. Nous sommes habillés de cela et c'est cela qui a été mis en place. Nous sommes dans un processus accru et avancé de la décentralisation. Alors, lorsqu'il dit qu'il y a des boulots d'étranglement, il a eu épluché un discours on ne peut plus populiste où il égrène des problèmes qui colorient un peu le quotidien des Camerounais dans différents domaines. Non, moi, je ne vais pas plonger. Lorsqu'il parle du transfert de compétences annoncé... Non, il parle de la corruption, il parle de la centralisation du budget... Ce sont des choses qui... Mais lorsqu'il parle de la centralisation du budget, je voudrais vous dire, de manière terre à terre, je vais expliquer un peu. Tout Camerounais, où qu'il soit, travaille pour l'État du Cameroun. Je prends la cultivatrice de manioc. Quand elle fait son manioc, c'est pas elle qui fait le bâton de manioc, elle revend à quelqu'un qui fait le bâton de manioc. Celui qui fait son bâton de manioc revend à n'importe qui. Et l'argent qu'il obtient, c'est pour faire quoi? C'est pour courir à une boutique ou à une boulangerie pour les produits de première nécessité, ou même à la pharmacie. Alors, le pharmacien, il paye les impôts, le boutiquier paye les impôts. Même si c'est le transporteur quelque part, départ également l'argent qui revient. Ça retombe dans le trésor public en termes de transfert de fiscalité. L'État qui récupère cet argent redistribue par la suite. Donc, bon, il parle de boulots d'étranglement, je ne sais pas très bien à quel niveau est-ce qu'il les voit. Quand il dit que notre budget les saisit, je m'interroge encore, parce que le budget au Cameroun est prévisionnel. Quelque chose de prévisionnel, c'est ce que vous n'avez pas. Vous ne tenez pas, ça dit que c'est une provision. Donc, quand on saisit ce budget, je m'interroge comment est-ce que ça se passe, par quel mécanisme. Je ne comprends pas très bien. Le FMI, qui est une institution de Bretton Woods, est une structure financière qui a des conventions avec le Cameroun ainsi que tous les États du monde. Et au Cameroun, nous sommes producteurs de matières premières. Et à ce titre, nous sommes capables d'être solvables par rapport à nos dettes. Au Cameroun, dans la gestion budgétaire, nous avons également ce qu'on appelle la précaution budgétaire, qui rend également notre pays solvable vis-à-vis, n'est-ce pas, des créanciers. Cela se passe comment? Lorsqu'il y a une difficulté, on peut sacrifier un secteur, on laisse pour compte en hibernation, et on prend cet argent, voilà, on priorise l'argent quelque part. Donc, saisir un budget qui est prévisionnel, je ne sais pas, moi qui nous l'explique par la suite, je ne comprends pas très bien. Par ailleurs, quand il parle de l'État unitaire sous la forme dont il décrit, en termes de concours, en termes de ceci, non. Nous vivons dans un État où il y a ce qu'on appelle l'équilibre régional. Et dans cet équilibre régional, il y a la notion des quotas. Donc, lorsqu'il y a un concours d'une grande école, n'importe laquelle, on tient compte de cette répartition-là. Sans dispute? Vous n'avez pas entendu de dispute? Il y a des disputes, mais à la seule différence que justement, on ne saurait laisser un second ou un troisième qui a 15, 16 de moyenne pour aller prendre le premier d'une autre région qui a peut-être 10 ou 15 de moyenne. Donc, c'est une répartition équitable dans l'équité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne va pas prendre quelqu'un dans une région qui a 9 de moyenne, qui passe un concours avec 10 ou qui a été repêché. On laisse pour compte quelqu'un d'une autre région. Ils sont déjà 3 à être passés. Il y a un troisième qui totalise 15, 12, 13 de moyenne. On peut laisser pour aller prendre quelqu'un qui a 10 de moyenne quelque part. Et on s'est dit certainement que là, on a grignoté sur notre quota. C'est ça qui génère un peu les tensions. Dans ce cas, changer la règle, peut-être. On ne peut pas encore changer cette règle-là. Pour la simple raison que nous sommes dans un pays à origine sensible. Nous avons le problème culturel. Nous avons le problème religieux, qui crée des tensions qui sont telles que l'État se doit d'être équilibriste pour essayer de contenter tout le monde. Nous avons des régions au Cameroun qui pendant longtemps ont été des zones à éducation prioritaire. Parce que là-bas, le ratio en termes d'intellectuels n'était pas celui-là. Ça veut dire que l'équilibre simplement est en train de naître aujourd'hui. On ne pourrait pas laisser, n'est-ce pas, les Camerounais, parce que l'État lui fait l'arbre social. On ne peut pas laisser un Camerounais méritant pour aller prendre celui qui mérite moins pour la simple raison que il y a si, oui, il y a peut-être non. S'il vous plaît, il y a la méritocratie, même dans l'équilibre régional. C'est pourquoi souvent, les disputes interviennent, c'est au niveau des quotas. Et j'ai suffisamment expliqué pourquoi dans les quotas, parfois, il y a quelques impairs. Bon, il revient, n'est-ce pas, sur, il a soulevé quoi encore comme problème, le fait que le Cameroun soit tenu par l'extérieur. Monsieur Somba tout dit, mais il a oublié l'élément essentiel, qu'est la monnaie. Le Cameroun n'a pas de monnaie.
Nous sommes un pays à économie faible, tout comme tous les autres pays d'Afrique subsaharienne. Nous n'avons pas la monnaie, de monnaie. Le franc CFA, c'est quoi? C'est les devises du trésor public français. Où on peut prendre un bout de papier, on lui donne une valeur, on dit écoutez, ce bout de papier qu'on vous donne coûte plutôt tant. On lui accorde une valeur monétaire artificielle. On nous l'accorde, c'est ce que nous utilisons. Mais je voudrais quand même qu'on accorde, n'est-ce pas, au pouvoir public le bénéfice qui est le leur. Malgré cette faiblesse économique, malgré le manque de monnaie, nous nous battons. Nous nous battons en ceci que dans la sous-région SEMA, le PIB du Cameroun est de 40% sur 6 États qu'on comptabilise par la sous-région SEMA. Au-delà de ça, nous avons encore la plus grosse réserve, n'est-ce pas, au niveau de la BEAC. Et il nous arrive, c'est-à-dire que le label Cameroun, en termes de productivité, est très bien représenté dans la sous-région. Partout où vous arriverez, vous trouverez du made in Cameroun, même si c'est un made quelque peu querellé, parce que là aussi, il y a des acteurs étrangers qui ont un pourcentage non négligeable. Donc, c'est vous dire que nous nous battons. J'aimerais que lorsqu'on parle de commerce, lorsque nous parlons de production, qu'on tienne compte de l'effet monétaire. Parce que c'est l'essentiel. Quand vous n'avez pas de monnaie, mon cher ami, rien ne marchera. Et je voudrais leur dire que même avec ce fédéralisme, avec le franc CFA, des gros d'étranglement, on en trouvera toujours. Mais, Michel Dicot, mais est-ce que vous pouvez nous indiquer la ligne de démarcation pour vous entre État unitaire décentralisé et fédération? Est-ce que pour vous, il y a une différence fondamentale? Non, vous voyez, la différence n'est même pas fondamentale. Parce que c'est à ce niveau que le bas blesse. Lorsque les gens réclament à corps et à cri le fédéralisme, ils perdent de vue que ce n'est qu'une pâle copie de la décentralisation. En fait, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est pour leur dire, même si aujourd'hui l'État en venait à être fédéré, ça ne changerait pas grand-chose. Je vais revenir sur... Non, ce n'est pas l'effet de l'esprit. Je vous dis quelque chose de fondamental. Et je vais revenir sur un autre fait. Nous avons eu pendant la période d'occupation en zone anglophone ce qu'on appelle le direct roll. Là-bas, les populations elles-mêmes s'occupaient de leur développement et de leur gestion administrative. Elles sont nostalgiques de cette Elles sont nostalgiques de cela, mais c'est à tort. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on peut être nostalgique de quelque chose qui ne nous a pas servi. Lorsque les deux Cameroun décident de fusionner, quel était l'indice de développement dans zone anglophone? Pas grand-chose. Vous voyez, ça ne sert à rien d'être nostalgique de quelque chose qui ne nous a vraiment pas été utile. Je ne sais pas, on croit toujours que si... Le Cameroun anglophone aurait tiré vers le haut, le Cameroun anglophone. Oui, tout à fait. Et puis, il est temps que les fils du Cameroun comprennent qu'avant la fédération des deux Camerouns, le Cameroun existait bel et bien. Nous avions notre grand Cameroun allemand. Et c'était un Cameroun, nous avons été la colonie de la seule puissance allemande. Nous n'avons jamais plus été colonie de qui que ce soit. Les deux autres qui viennent dans le cadre du condominium venaient dans le cadre de... Vous êtes internationaliste, mais vous savez que c'est que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Il y avait une différence entre la sous-tutelle, sous-mandat et la colonisation en réalité. En réalité, écoutez, juridiquement, il y a une différence. Oui, très bien. Mais dans les faits, justement, il n'y a pas de différence dans la mesure où, au lieu justement de mener les peuples à l'autodétermination, à leur émancipation, qu'est-ce qu'on a vu? Ça a été une colonisation accrue. Vous avez dû voir les luttes indépendantistes assez âpres sur le continent. Je vais citer le cas de l'Algérie, où le FLN a dû faire montre, n'est-ce pas, de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'activisme pour pouvoir chasser l'occupant. Et nous avons également vu ça ici. Il y a par exemple le génocide Bamileke, même comme certains se refusent à le reconnaître, nous avons eu un génocide dans la zone Bassa, même comme certains se refusent à le reconnaître, nous avons eu des massacres urbains. Ici, juste parce que les gens revendiquaient quoi? Une justice sociale, les gens revendiquaient quoi? L'appartenance camerounaise, avec tout ce qui allait avec. Donc c'est pour vous dire que ce soit le fédéralisme ou quoi que ce soit, ce qui est certain, c'est que tant que nous n'avons pas de monnaie, tant que la coopération n'est pas démilitarisée, tant que nous ne produirons pas, c'est-à-dire que nous sortons d'une société de consommation à une société de production, les problèmes seront toujours les mêmes. Et alors aujourd'hui, pour en sortir, qu'est-ce que le système en place fait? C'est d'implémenter, n'est-ce pas, la décentralisation, qui est une forme de fédéralisme qui ne dit pas son nom, mais qui nous amène à être participants, acteurs de notre propre développement. Et il en marche. Vous avez vu il y a quelque temps encore, dans le cadre, n'est-ce pas, du dynamisme des chefferies locales, nous avons l'association des femmes chefs de l'Ouest qui ont fait venir dans le cadre de la coopération décentralisée, Madame Ségolène Royal au Cameroun. Nous avons eu il y a quelques jours encore, une fédération des maires du Cameroun qui a eu à rencontrer, n'est-ce pas, l'exécutif hollandais dans le cadre, n'est-ce pas, du développement participatif. Alors, dire qu'il y a le tremblement, dire que rien ne va. Mais je vais prendre je suis sidérée. Oui, allez-y.
est-ce que vous imaginez un fédéralisme où le gouverneur de région installe le gouverneur de région installe le président de région? Non, écoutez, moi je dis ça, c'est de la mauvaise information, monsieur Tonga. Nous avons l'exécutif, nous sommes dans une forme unitaire décentralisée, ce qui veut dire que l'exécutif reste prégnant. On n'a pas dit que l'exécutif partait au Kinshasa. Il est là, le chef de l'État est là, le président de la République. Est-ce que c'est il est là. Alors écoutez, il a des relais. Il a des relais en termes, n'est-ce pas, de gouverneurs que vous venez, n'est-ce pas, de mentionner, des préfets et des sous-préfets qui restent en place. À la seule différence que le développement n'est plus du tout leur affaire, le transfert de fiscalité n'est pas leur affaire, le transfert de compétences non plus, il reste là comme une forme de gendarme, parce qu'il faudrait très bien que même si ceux qui travaillent ont des coups de franche, mais quand même qu'ils aient un rang de gorge. Sinon, nous retrouvons encore avec le système de détournement massif et tout ce que nous sommes en train de déplorer, c'est comme M. Estomba. Nous notons une démarcation entre fédéralisme et décentralisation, c'est-à-dire qu'avec les représentants, des élus locaux, des représentants des populations qui ont véritablement des coups de franche pour impacter le développement. Dieudonné Essomba, est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Dikoumé qui nous suggère que si on mettait en place effectivement la décentralisation, ça pouvait amener le pro-fédéralisme à laisser tomber le débat sur cette question-là? D'abord, je vais vous répondre à vous en expliquant la différence entre trois concepts. La décentralisation administrative, la régionalisation et la fédération. De manière opératoire. Dans la décentralisation administrative, les régions ont un pouvoir dévolu. C'est-à-dire que l'État lui-même a son pouvoir et en fait cadeau aux régions. En disant aux régions, si tu l'utilises mal, je récupère. C'est pour ça que la décentralisation est d'abord une affaire de loi. Dans la régionalisation, les droits des régions sont propres et irréfragables. Ça veut dire que l'État n'a plus le droit de les reprendre. L'État reconnaît que la région a des droits constitutionnels que je ne peux pas reprendre. Et maintenant, mais les régions n'ont pas un pouvoir constituant. Dans l'État fédéral, les régions ont également des droits propres et irréfragables. Ce n'est pas des droits dévolus et précaires. C'est des droits propres et irréfragables. C'est-à-dire, l'État reconnaît que c'est une communauté qui a des droits sur lesquels je n'ai pas le droit de revenir, même un jour. Et dans ce cas, l'État fédéral ajoute le droit des États régionaux à avoir une constitution propre qui est compatible avec la constitution fédérale. Voilà alors les trois grandes différences. Donc, dans l'État décentralisé, l'État continue à dire que les communautés n'ont pas de droit. C'est moi qui donne tel droit. Donc les communautés n'ont rien à dire. Et le jour où ça me plaît, je les récupère. Et là, dans un environnement comme le Nord, où on a une bureaucratie centrale qui ne peut pas se délester de ce pouvoir-là, la décentralisation opérationnelle est impossible. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de décentralisation au Cameroun. Parce qu'à partir du moment où ils sont capables de manipuler les droits revenant aux régions, contrairement à la régionalisation et le fédéralisme, ils manipuleront toujours. C'est pour ça qu'il faut aller au fédéralisme. Parce que dans le fédéralisme, les droits sont constitutionnellement définis. Si on dit les États s'occupent de leurs universités, les États deviennent souverains sur la construction de leurs universités. Et le grand État, il a aussi ses domaines comme la défense. Et dans ce cas, les choses sont claires. Chaque État se spécialise dans son développement. Chaque État a un gouvernement régional. Et comment on rattrape les écarts?
Non, ça c'est des problèmes de péréquation de l'État fédéral. L'État fédéral a des missions d'abord de péréquation, des missions de coordination, des missions stratégiques comme la défense, comme les affaires étrangères, comme la monnaie, hein, et des missions d'arbitrage. L'État ne disparaît pas. Mais seulement, vous ne pouvez plus avoir une école en rue en disant c'est parce qu'on ne m'aime pas. Regardons aujourd'hui, combien d'années on attend un remaniement ministériel. C'est vous peut-être qui attendez. Non. Il y a eu des événements qui, dans un État qui fonctionne normalement. Les élections. Il y a eu les élections, il y a eu l'arrivée du revenu, il y a eu beaucoup d'événements qui, dans n'importe quel pays, mais seulement, si le GMG n'est pas disponible, nous sommes seulement. Je dis donc que ce modèle dans lequel un seul individu confisque et les 5 700 milliards de tout le budget et tous les fonds de la République, un modèle dans lequel toute la nation ne dit que au rythme du battement du cœur d'un seul individu, ce modèle on doit mettre fin à ce modèle. Ce modèle messianiste ne peut nous conduire nulle part. Je dis donc que si on ne peut pas raconter les faiblesses de l'État militaire. Et d'ailleurs, le fait même que le RDPC ait reconnu la nécessité de décentraliser, c'est autrement dit, donner la chèvre tout en mais la décentralisation, c'est avant le RDPC. C'est depuis la Constitution de 72. Non! L'État unitaire décentralisé. Non, monsieur Tongé. Attendez. Attendez. Non. La décentralisation date de la tripartite en 1991. Et je vais vous dire. C'est inscrit dans la Constitution de 72. Non, ça c'est. Après le référendum. Non, ça c'était des. Je vous parle de la décentralisation actuelle. Ah ouais, d'accord. Dans sa forme actuelle. Lors de la tripartite, c'est-à-dire il y avait eu des tensions parce que les gens voulaient la conférence nationale souveraine au Cameroun. Oui. Le président Biya dit que lui ne veut pas la conférence nationale. Mais pour débloquer la situation, on a organisé une tripartite. Oui. C'est pendant la tripartite que les anglophones sont venus réclamer le retour à l'État fédéral. Les travaux avaient été bloqués. Alors, au cours des débats, on a négocié une forme intermédiaire qui est un État unitaire décentralisé. Et on a constitutionnalisé cette décision en 1996. Mais en réalité, la bureaucratie centrale avait fait semblant de céder sous la pression. Puisque jusqu'en 2016, elle n'a pas bougé. Et il a fallu que les rebelles ambazoniens ressurgissent avec les armes pour que la bureaucratie centrale fasse semblant de bouger en organisant les... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas. La configuration mentale, idéologique des bureaucrates de Yaoundé est qu'ils ne peuvent pas, tant qu'ils ont moyen, c'est de laisser ce pouvoir. Ils ne peuvent pas. On a voté 15%. Vous avez vu toutes les manipulations qu'ils ont. Quand on dit, vous donnez 15% aux régions, vous prenez 15% sur 5 000 milliards. 15% c'est 750 milliards. Vous prenez 750 milliards, vous les remettez. Vous trouvez où? On dit non, il ne faut pas couper. M. Dikouma indiquait tout à l'heure que les 5500 milliards ne sont pas immobilisés. Ce sont des prévisions. Non, M. Tongé, d'abord, je ne vais pas faire des cours d'économie à madame. Le budget est une loi. Et quand on a fixé le budget, prévisionnel, ça signifie qu'on va le collecter. Et quand on dit on partage, ça veut dire que au fur et à mesure on collecte, on partage. Quand on dit 15%, ça veut dire que le jour où on a collecté 100 milliards, 15 milliards vont aux régions. Hein? Parce que ce qui est important, c'est le principe. Le fait que le budget soit prévu, quand elle dit que le RMI ne peut pas saisir, quand
quand on dit que vous avez saisi le budget, ça veut dire que c'est le FMI qui impose la manière de gérer le budget. Quand on vous dit saisi, c'est un peu comme si vous avez un salaire, votre salaire. Et qu'un curateur, ou je ne sais pas comment les gens me doivent appeler ça, saisit votre salaire. Hein? Le tribunal peut ordonner la saisie de votre salaire. Peut-être vous ne vous occupez pas de votre femme, de vos enfants. Le salaire c'est toujours à l'avenir. Mais le jour où le salaire vient, hein, il y a quelqu'un qui vous dit que ce salaire, il doit être saisi. Donc le revenu à venir peut être saisi. Et dans le cas, surendetté pour pratiquement 8 000 milliards par rapport aux étrangers, hein, les paiements arrivent à échéance. Pour que le pays continue à fonctionner, il a fallu que le FMI soit. Et le FMI, la première chose qu'il fait, à mon ami, c'est mettre vos décisions sous contrôle. Et ça, j'appelle saisir le budget. Mais ça, c'est une part. Je dis donc. Il faut sortir, nous, je dis donc les 10 minutes. La bureaucratie centrale, dans sa configuration mentale, dans son schéma, n'est pas capable d'accepter des pôles de décision autonomes. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que seul un modèle qui s'impose à tous, comme un État fédéral, va les conduire réellement à une décentralisation. Tant qu'on leur donnera la possibilité de manipuler, ils manipuleront. Ils manipuleront en faisant ce qu'ils ont fait. Vous avez vu les conseils régionaux. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est le sujet de recyclage de tous les vieux chevaux de retour du RDPC. Il n'y a aucune bonne volonté. Aucune. Et ça, c'est propre au schéma mental de la gouvernance du Cameroun. Merci, Général Somba. Michel Dikoumé, nous notons quand même, et j'insiste à le dire, la décentralisation était inscrite dans la Constitution du 2 juin 1972. On a réactivé la question au détour des villes mortes en 1991 et la revendication de la conférence nationale souveraine, le retour du multipartisme, le retour des libertés avec la constitution du 17 décembre 1991 et les lois sur les libertés le 19 décembre. On a avancé vers une réforme, une révision générale de la constitution le 18 janvier 1996, puis le premier texte sur la mise en place de la décentralisation en 2004, le code de la décentralisation en 2020. Ça ne montre pas, est-ce que ça ne montre pas selon vous qu'il y a un idéal quand même qui est recherché, celui de permettre aux forces vives locales de prendre possession de leur destin en s'impliquant dans la recherche de solutions pour le développement. Une démarche quand même qui tend vers une forme de fédéralisme et qui pourrait nous pousser à penser, comme Dieudonné Somba, que notre anthropologie, notre sociologie est plus adaptée au fédéralisme qu'à autre chose. Non, je ne vais pas m'aligner, n'est-ce pas, sur M. Somba, parce que j'ai comme l'impression que sa lorgnette émet des signaux d'essoufflement. M. Somba semble être resté focalisé à une période de l'histoire. C'est-à-dire que le Cameroun des années 96, sous ajustement structurel, où il y avait privatisation à plus de toutes les sociétés d'État, dégression du personnel du secteur public, avec toutes les horreurs que nous connaissons. Non, depuis là, le Cameroun a évolué. Et je peux vous dire que le Cameroun, à cette période, connaît la pire crise de son histoire. Elle connaît la pire crise de son histoire parce qu'il a été difficile. C'est-à-dire que de se sortir la tête de l'eau. Mais par la magnanimité quand même du président Biya, nous avons pu voir, n'est-ce pas, le bout du tunnel. Parce qu'avec la fin des années 90, le début de 2000, il met en place un gouvernement en 2004, décembre 2004. Ce gouvernement mettait en place une économie à la camerounaise. Donc c'est déjà une forme d'implémentation locale. Histoire, n'est-ce pas, d'amener les gens en commun. Et c'est ce gouvernement qui va nous mener au point d'achèvement en 2005. Oui, après, donc c'est pour vous dire la case en 2004. Voilà. La décentralisation n'est pas un fait récent. Comme vous le dites, c'est la constitution de 72 qui parle déjà pour la première fois, n'est-ce pas, de cet effet de décentralisation.
Avec donc le boulot d'étranglement, comme nous avons connu la fin des années 80 et toutes les années 90, cette crise économique qui a vraiment ébranlé la société camerounaise, il a été difficile. Mais je parle de ces hésitations, ce qui peut être perçu dans le fonctionnement institutionnel du Cameroun comme des hésitations. En 72, on refait la réforme constitutionnelle, après le référendum du 20 mai. Il n'y a pas de président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. En 75, on installe ou on crée une fonction de Premier ministre. En 79, le Premier ministre est successeur constitutionnel. En 84, on change la dénomination du pays. En 90, on se souvient que le Cameroun est un pays décentralisé. En 96, on accentue la question de la décentralisation. On fait des lois finalement en 2004. Est-ce que, et je repose la question, ça ne prouve pas que fermement les Camerounais sont attachés à l'idée de développer les régions à l'air autonome? Peut-être pas pousser jusqu'à la décentralisation, jusqu'aux fédérations, mais ça montre quand même une volonté au niveau des forces vives du Cameroun de permettre aux localités, aux forces vives locales de prendre possession de leur avenir. Nous tenons le même langage. Simplement, je voulais revenir sur la crise économique effroyable. Vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Quand vous n'avez pas d'argent, il est difficile de mettre en place tout ce que vous avez savamment implémenté, tout ce que vous avez savamment initié. Ce problème d'argent, cette crise a mis à genoux, ça veut dire que l'économie camerounaise. Vous savez, quand on privatise toutes les sociétés, il y a des gens qui ont été déflactés. On s'est retrouvés dans la rue. Il y a eu un clash social où des familles même se sont disloquées. Vous savez, c'est facile de détruire, mais réorganiser a été, c'est-à-dire, toute la difficulté possible. Alors, lorsque vous voyez les pouvoirs publics se battre, parfois on a comme l'impression qu'on a l'arrêt, mais on ne sait pas l'arrêt. On essaie de mettre certains projets en hibernation, le temps de voir plus clair, le temps d'amasser davantage de ressources, histoire de relancer l'économie. Ce n'est pas toujours facile, cette relance de la croissance économique. Donc, c'est pour vous dire que c'est ça, en fait, qui a été la difficulté de ces points d'arrêt. On évolue, on tombe pas, on s'arrête pas, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on puisse y parvenir. Jusqu'à ce que les anglophones prennent les armes, par exemple. Non, les anglophones n'ont pas pris les armes pour cette raison-là. Vous savez, non, ça c'est une très mauvaise lecture de l'histoire du Cameroun. Vous savez, depuis 61 déjà, ces sécessionnistes faisaient déjà ce boucan. Alors le SNC, voilà. Le SNCNC. Vous savez, il y en a qu'on appelle les facteurs. Je ne sais même pas d'où ils venaient souvent. À chaque fois qu'il y avait l'anniversaire du 1er octobre, ils ont toujours fait entendre leur voix. Ce n'était pas à cause de ce qui s'est passé récemment. Récemment, il y a simplement que des fonctionnaires camerounais d'expression anglophone avaient des revendications corporatistes qu'ils ont menées au plus haut sommet avec des marches à Bamenda, ce qui était tout à fait légitime. À la seule différence aujourd'hui, que bien que l'État ait répondu à la plupart des revendications, on se retrouve avec une récupération du conflit. Cette récupération d'abord a tronqué l'identité du conflit, a tronqué l'identité des belligérants. Donc, conclusion, on se retrouve aujourd'hui avec une équation à un inconnu. Donc, ce n'est pas à cause des problèmes de développement, non. Ce sont des revendications émises par des fonctionnaires. Vous avez entendu les anglophones revendiquer, revendiquer PWD, Public Works Department, qui leur permettait par exemple de réfléchir sur la route qui est prioritaire, le projet de développement prioritaire. Mais tous les Camerounais, dans leur entièreté, revendiquent des choses. Vous avez tantôt entendu parler de 10 millions de nordistes. Vous avez entendu parler, je crois, de 5 millions de pygmées. C'est-à-dire que le peuple est cambéti. On a du thé à ce type de revendication. Vous savez, comme je vais un peu emprunter à M. Essomba, parce que ça, quand même, m'a sensé. Un polygame qui a plusieurs épouses et qui doit satisfaire, n'est-ce pas, les 4, 5 ou 6 maisons. Il y a 10 maisons au Cameroun. Alors, quand nous passons par des moments de crise économique accrue, ce n'est pas tentation de pouvoir faire ce que nous voulions. Pouvoir jouir de nos carrières sans avoir à rendre compte à quiconque. Diminuer, n'est-ce pas, comme je parlais tantôt, la démilitarisation de la coopération, diminuer sur son sol le nombre de soldats français ici. En 2020, nous atteignons donc la fin de ces accords. On ne renouvelle toujours pas. Le Cameroun aujourd'hui est libre. Il peut enfin parler de décentralisation. Vous savez, vous voulez mener, c'est-à-dire que la même erreur que d'autres nous ont fait mener et qui nous a fait fauter. L'Afrique aujourd'hui se retrouve en retard. Pourquoi? Elle n'a pas maîtrisé le secteur primaire, elle n'a pas maîtrisé le secteur secondaire, elle se retrouve dans le tertiaire. Conclusion, elle consomme des choses qu'elle ne produit pas. Et elle produit ce qu'elle ne consomme pas. Vous savez,
rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il faut vraiment penser ce que nous voulons faire, aller à point, s'assurer qu'effectivement, ce que nous faisons sera salutaire pour le Cameroun. J'ai dit qu'avant la fin des accords léonins, la décentralisation, franchement, on en parlait, mais elle ne pouvait pas être effective. Vous parlez d'accords léonins, il y a une partie de l'opinion, notamment anglophone, qui estime que le référendum de 1972, c'était une sorte d'accord léonin. Il y avait un abus. Il y a même des intellectuels qui ont parlé de coup d'état civil qui avait eu lieu en 1972. Je voudrais qu'on revienne sur ces précédents historiques-là. Il y en a qui évoquent même la question des contentieux historiques. Dieudonné Essomba, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est les événements qui ont précédé le référendum de 1972 qui nous permettent aujourd'hui de nous entendre sur la direction que nous voulons donner à la forme de notre État? D'abord, je voudrais faire une petite précision sur le problème de crise. La crise économique actuelle est directement imputable à la forme de l'État. Oui. Il vous souvient, parce que c'est médiatique, que le Cameroun a pris des dettes pour les ordinateurs pour remonter en 70 millions. Pour les ordinateurs? Oui. Les PDF. Ça a fait l'objet d'un débat national. Ça, c'est des choses inimaginables dans un modèle fédéral. Pourquoi? C'est bien parce que l'État central, c'est-à-dire la fédération, ne s'occupe pas de ses missions opérationnelles. Lorsqu'on voit la structure de la dette publique du Cameroun, notamment la dette extérieure, on va se rendre compte qu'il y a au moins 50% de cette dette qui n'aurait jamais pu avoir lieu dans un État fédéral. Les dettes sur la construction des salles de classe, les dettes sur des détails qui, dans la norme, auraient dû revenir aux États régionaux. Qui aurait pris les ressources pour les salles de classe? Non, l'État régional mobilise ses propres ressources. La facilité à avoir l'argent passé après la sortie de la crise a poussé les autorités camerounaises à la facilité. Et finalement, ces fonds ont été très mal gérés. Ce qui n'aurait jamais pu avoir ça dans un modèle fédéral. Mais vous avez entendu parler de détournements dans les communes, des fonds communaux qui ont été détournés, parce que, en même temps, c'est à peu près ceux qui sont les conseillers municipaux qui seraient les dirigeants de ces régions-là. C'est pour ça que je parle d'un État fédéral. Parce que dans un État fédéral, personne ne peut s'abriter ni derrière le parti du chef de l'État, ni derrière l'autorité du chef de l'État. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Et il y a des gens qui vous disent carrément que je m'en fous. On me choisit à partir du haut. Donc, l'État effectue cette coupure qui fait donc que le mauvais dirigeant est renversé par les populations locales sans avoir le moyen gratuit des autorités centrales. C'est cette impossibilité de manipuler le système pour résister qui fait la force. La raison ne change pas les hommes. Mais les mécanismes permettent, d'abord, le premier mécanisme, c'est celui de la spécialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune institution spécialisée en développement d'une région. Les délégations régionales sont formées de fonctionnaires qui vont dans la République pour faire carrière. Or, dans un État fédéral, nous avons des ministres régionaux. Donc, c'est des gens qui sont là bloqués et qui assument parce qu'ils échouent, on le chasse. Alors qu'un délégué régional s'en fout. Bon, dans un État fédéral, il y a l'émulation. Avec les mêmes ressources, je vois ce que l'Est a fait, je vois ce que le Sud a fait. Au moins, j'ai un référentiel d'analyse. Et il y a la responsabilisation. Parce que personne ne dit plus, si nous sommes en retard, c'est parce que le régime ne nous aime pas. C'est-à-dire que rien que ces trois facteurs font que l'impossibilité des élites de se justifier mobilise tout le monde. Maintenant, parlons donc du cas spécifique de la communauté anglophone. Le
Lorsqu'on organise le référendum, je sais pas comment ils appellent ça, moi je suis un homme de quoi, dans le Cameroun britannique. En 61. Ah, oui. Et il y avait la partie appelée Southern et la partie appelée Northern. Bon, le langage du gouvernement nigérien pour les attirer était ceci. Venez avec nous. Nous, on a un système fédéral. Donc vous venez, vous gardez votre identité. Je ne toucherai jamais à votre identité. Donc vous ne perdez absolument rien. Face à ça, le gouvernement du Cameroun, qui avait constaté que le discours fédéraliste était puissant, adopte aussi un discours fédéral en disant que venez avec nous. Nous aussi, on va garder un système fédéral. Indienne, tu es indienne, comment a fait une campagne très violente en disant aux anglophones, les francophones sont des manqueurs. Si vous allez là-bas, vous allez pleurer. Le Nord-Est Cameroun, et pour les Guyanais, et ça en va au Niger. Le Sud-Est, qui est très affectivement lié au Cameroun, dit bon, nous on préfère nos frères, surtout qu'ils nous proposent un modèle fédéral. C'était donc là les engagements, au moins électoraux. En 61, on entérine l'État fédéral. Mais en 72, Alitou fait exactement ce qu'Indira avait prédit. En disant ces gens sont malhonnêtes. Ils vont vous avaler. Et c'est donc à ce moment que commence à s'intensifier le mouvement sécessionniste en disant tiens, donc cet Indien qu'on croyait être notre ennemi, c'était plutôt celui qu'on devait suivre. Et non pas suivre les frontières. Comment le dire? Et finalement, le mouvement se ronge. Ça ronge comme une plaie. En 91, les anglophones posent le problème. Le gouvernement fait semblant d'être de bonne foi. Pour le coup, il dit bon, on verra la descente. Jusqu'en 2016. Où le petit noyau sécessionniste qui vivait sur de manière larvaire utilise les erreurs du gouvernement, l'arrogance du gouvernement, en disant, vous voyez donc, nous sommes venus à nos frères comme des frères sous le modèle des deux États. Maintenant, nous n'existons plus. Ils nous ont même absorbés. Le nom même République fédérale, République unie a disparu. Donc, quand on retrouvait le nom de la partie francophone, ça veut dire que nous n'existons même plus. Vous pensez un seul instant, humainement, quel projet pouvait passer? Anthropologiquement, ça ne pouvait pas. Et la seule solution a été proposée par exemple par Tim Mukeli. Il a dit, plutôt que de revenir à l'ancien modèle fédéral, créons un nouveau modèle fédéral assis sur les régions. Comme ça, le problème anglophone ne va plus. Je ne sais pas. Oui. C'est à mi-temps. Nous sommes parvenus à mi-parcours de notre émission, exactement à 60 minutes. Nous devons vous suspendre, enfin, vous reprendre la parole, même si on va vous la redonner pour 30 secondes, le temps de prendre la mi-temps. Ça nous permet de souffler, de boire un verre d'eau comme vous le faites déjà, et de revenir sur ce plateau. Nous allons prendre exactement là où nous sommes arrêtés. Nous allons évoquer la question de la vie, du vivre ensemble. Nous allons évoquer la question du ravivement du sentiment national ou bien
le sentiment communautaire qui peut être effrité ici et là par un discours très pro-fédéraliste ou pas. Mais je voudrais vous inviter à suivre en guise de mi-temps, à suivre cet exemple qui nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est un artiste musicien, parce que c'est ce mélange-là aussi, le duel, qui nous envie notre diversité, qui ne doit pas être considérée comme la différence, mais une diversité comme une richesse. C'est une petite pause de 5 minutes pour vous permettre de boire un verre d'eau. C'est avec Mewe. En disant tcha-tcha, on accueille Janice Kamga pour nous aider à nous remémorer et surtout à indiquer aux téléspectateurs ce qu'on retient de la première partie de la discussion entre Michel Dikoumé et Dieudonné Essomba. Janice, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Beaucoup de choses ont été dites pendant 60 minutes. Nous voudrions avec vous retenir la substantifique moelle. Exactement, Rodrigue, sans vouloir tremper dans toutes les spécificités de ce qui a été dit par nos deux duellistes. Déjà, je leur dis bonsoir. Michel Dikoumé, dans votre posture anti-fédéralisme, vous avez ouvert le premier round, convaincu que c'est l'État unitaire décentralisé qu'il faut au Cameroun afin que chaque citoyen soit participant, mais bien plus gendarme de son propre développement. Pour vous, le Cameroun est en marche. Et je cite, tout va bien. Dans votre vision un peu romancée, vous affirmez que le Cameroun est l'un des rares pays africains où toutes les capitales régionales sont en plein essor à travers le mécanisme de la décentralisation. On ne fait pas le bilan de notre journée. Et le lendemain, ça recommence. On est même prompt à se lever, aller passer du temps chez un copain, voire même toute la journée dans le véhicule d'un ami qui lui fait ses courses, sans programme, sans projet. Vous savez, au Cameroun, il y a 2 brebis. Il y a la noire, il y a la blanche. Je ne suis pas de ceux qui s'évertuent à ne présenter que la noire. Présentons aussi la blanche pour laisser à la population le choix de comprendre, le choix de voir, le choix d'avoir des idées propres par rapport à ça aux problèmes économiques du Cameroun. Dire qu'on ne mange pas, non. Le Cameroun produit pourtant assez. Mais je suis en train de dire, si nous dynamisions encore davantage la production, si la production locale initiée par le chef de l'État dans son adresse à la nation du 31 décembre devenait une effectivité au Cameroun, la forme de l'État disparaît. Les gens ne parleraient même plus de cela. Donc je suis en train de dire aujourd'hui qu'il faudrait, c'est-à-dire que pour chacun des Camerounais, de se munir d'abord ce que j'appelle ici la responsabilité individuelle. Qui veut qu'on s'occupe? Qui veut qu'on ait quelque chose? Le Cameroun est vierge. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est un pays en marche. C'est un État jeune. Sur le plan de la production, il y a beaucoup de filons, plein de filières. Et je demanderai également ici de permettre à la jeunesse d'avoir l'accès au crédit. Et je crois que cet accès au crédit a déjà été initié par le système en place. Au niveau, n'est-ce pas, du plan spécial triennal jeune, il y a beaucoup de jeunes qui n'y vont pas. Allez-y. Ça dit qu'il y a un discours défaitiste qui court les rues. Il n'y a rien. Si vous allez là-bas, si vous n'êtes pas le fils de tel, si vous ne faites pas ci. Mais vous oubliez que le même discours nous dit que non. Allez, non, ce sont plutôt les fils et les neveux de tel qui a finalement écouté. Nous abreuvons la très mauvaise source. L'information est vicieuse. Faisons souvent l'effort à chaque fois. Quand on nous dit qu'il y a quelque chose pour la jeunesse quelque part, allons-y regarder. Combien de jeunes, ils sont là, mes chers amis. Combien entre vous êtes allés au plan triennal jeune? Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant, ça concerne la jeunesse. Allez-y, vous avez votre étudiant, ça ne vous empêche pas de produire. Allez voir ce qu'on propose de ce côté-là. Et si vous arrivez, alors vous estimez que ce n'est pas ça, ok, c'est normal de crier. Mais je crois que ceux qui crient même sont ceux qui n'y vont même pas. Ce sont ceux même, c'est-à-dire qui utilisent l'information à très mauvais escient. Donc je suis en train de dire qu'il y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas, non. Moi j'invite les Camerounais à la production. Vous voyez, la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui nous parle à suffire. Le monde entier a faim. Ce n'est pas que le Cameroun. Vous réalisez que même en Europe, on nous montre aujourd'hui, c'est-à-dire que les pôles de production qui ont fermé, on nous montre des magasins qui ont mis la clé sous le paillasson, parce que ça ne va pas. Ce qui nous amène à comprendre aujourd'hui que pendant longtemps, nous avons cru que l'Occident était le poumon du monde. Nous
Nous avons cru que l'Occident avait tout. L'Occident pouvait tout donner. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous comprenons que nous avons faim, l'Occident aussi a faim. Ça veut dire qu'il y avait une production assez efficiente du côté des pays de l'Est. Alors, il y a un changement de regard sur la scène internationale. Les paradigmes ont changé subitement alors qu'ils avaient toujours été tels que nous voyons aujourd'hui. C'était la méconnaissance justement de la géopolitique mondiale. Quand nous réalisons aujourd'hui que nous manquons désormais de pain, le pain a augmenté, nous produisons la farine de manioc. Produisons encore la farine de patate au Cameroun, on la produit depuis belle lurette, le combat. Nous mangeons et ça c'est succulent et savoureux, mais produisons simplement davantage. Et je voudrais même, avec la décentralisation, dire à la jeunesse aujourd'hui qu'elle n'a même plus besoin de venir au niveau de la fonction publique chercher le matricule. On m'a confié un enfant qui est ingénieur de génie rural. Qu'est-ce que cet enfant viendrait chercher à la fonction publique? Il a tout. Il est riche de par sa formation. Il y a l'hydraulique villageoise, il y a la gestion du déchet, il y a, j'ai dit, plein d'activités dans le secteur local qui mèneraient ces jeunes aujourd'hui. Alors si vous avez un réel et véritable business plan que vous allez déposer au niveau, n'est-ce pas, du plan spécial triennal jeune, je crois quand même... C'est intéressant si les pôles de décision étaient dans la localité. Je crois quand même qu'il serait difficile, malgré la corruption, de rejeter les choses importantes. Et aujourd'hui, nous voulons que les jeunes se rapprochent des collectivités territoriales décentralisées, apportent des projets porteurs. Parce que quand on parle aujourd'hui du transfert de 15%, en fait, ces 15% se traduisent en termes de projets. Alors, il faudrait des projets qui répondent, n'est-ce pas, aux exigences de l'heure, des projets porteurs, amenons-les là-bas. Et voyons si le Cameroun ne change pas. C'est pourquoi moi, je continue encore à soutenir l'État unitaire décentralisé en me disant, nous avons du potentiel, la ressource humaine, de la ressource naturelle, les deux ensemble, on explose. Mais inversons la question. En quoi le fédéralisme serait un blocage à la mise en route des projets ou de la vision que vous venez d'exposer? Si vous avez suivi mon propos à l'entame, je disais simplement que l'État unitaire décentralisé vient simplement quelque part mettre le fédéralisme dos au mur. Parce que quelque part, les tenants et les aboutissants sont presque les mêmes, c'est ce que nous recherchons. Mais les autres veulent une décentralisation totale dans le fédéralisme. C'est-à-dire que quelque part, c'est l'apoplexie. C'est-à-dire que de l'État, on ne sent plus nulle part. Mais nous sommes dans c'est un barrage au développement dans la mesure où, comme je vous ai dit, notre pays est cousu de beaucoup de sensibilité. Nous avons besoin d'une véritable cohésion sociale. On a escamoté un sujet tout à l'heure, je n'ai pas pu intervenir au sujet de la Constitution, au sujet justement de la Constitution de 72. Bon, on estime que l'acte du président Abidjan était anticonstitutionnel. Mais si nous partons du fait que les pères fondateurs, lorsqu'ils se battaient par les indépendantistes, que ce soit des anglophones comme des francophones, demandaient la réunification des deux Camerouns avant les indépendances, nous comprenons que quelque part, le souci pour les Camerounais des deux rives du Mungo était prégnant. Il fallait qu'on se réunisse. Et même pendant le Cameroun sous occupation, nous avions eu une dynamique commerciale de Babajou à Santa où même les colons ne pouvaient pas empêcher que cela se passe ici. On commerçait, on allait et on venait. Ce qui démontrait que pour les Camerounais, de façon anthropologique, rien n'avait changé, même si politiquement et juridiquement, on nous disait que de l'autre côté, c'est un État anglophone, de l'autre côté, c'est francophone. Et rien n'avait changé. Nous évoluons. En 72, justement, on estime que c'est anticonstitutionnel parce que l'article 47 de la Constitution à cette époque-là ne permettait pas de révision constitutionnelle, que ce soit parlementaire comme référendaire. Ce n'était pas possible. Mais quand même, le président Abidjan, qui avait comme qualité en tant que chef d'État de pouvoir mener ce type de changement, va le faire. Il le fait et on pourrait contextualiser l'acte qu'il pose. Parce qu'à ce moment, la majorité des Camerounais étaient d'accord avec l'acte posé. Alors, si nous disons donc que nous sommes dans un État démocratique, la majorité des Camerounais. Parce que je voudrais même vous dire... On était dans une république fédérale. Oui. Avec 2 régions anglophones et 8 régions francophones. On faisait un référendum qui était bénéfique aux francophones, qui étaient plus nombreux. Les francophones pouvaient faire abstention, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, tout le monde avait voté pour le oui. On était d'accord, des frères étaient contents de se retrouver. Moi, par exemple, anthropologiquement, j'en avais été amputé. Parce que lorsque vous voyez toute la région du sud-ouest, vous voyez la région littorale, ce sont les mêmes. Donc vous ne viendrez pas me dire aujourd'hui que retrouver mon frère était un problème. Pas du tout. Je ne pouvais que sauter de joie, même si à cette époque-là, bon, on ne pouvait pas parler de moi, je n'existais, je j'étais déjà. Donc, bon, vous comprenez donc que quelque part,
la contextualité de cette époque-là rendait justement l'acte du chef de l'État constitutionnel si tant est que le pouvoir revient au peuple et que dans le cadre de la formation de l'État, la loi d'autodétermination est prégnante. Si tant est que les Camerounais dans leur globalité voulaient se mettre ensemble, on pourrait donc dire que c'était constitutionnel. Il y a cette ambivalence avec laquelle nous devons pouvoir vivre, mais au lieu justement donc de nous combattre, ce que nous avons dû faire était de récupérer les deux cultures, la dynamiser, la capitaliser, à faire une force qui nous permettrait véritablement d'émerger, comme nous livrons des guerres intestines qui nous servent. Mais nous, nous débouchons en 2020 sur la reconnaissance d'une spécificité anglophone, c'est-à-dire après avoir essayé. Non, mais écoutez, je crois que ce problème il est très mal posé. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas un problème anglophone-francophone au Cameroun. Pourquoi est-ce que les pères fondateurs demandaient la réunification avant les indépendances? Ils y voyaient ça venir, ils avaient vu le mot de gestion de ces colons qui étaient chez nous. Et ils savaient que si nous avions justement les indépendances avant la réunification, encore les indépendances tronquées, ce qui est certain, c'est que nous allons vivre permanemment la fragmentation de l'espace politique. Ils ne voulaient pas de ça. Et fatalement, c'est à ça qu'on aboutit aujourd'hui. Alors, n'allez pas mettre le tout sur le dos, n'est-ce pas, de cette constitution qui est passée au forceps. Non. Il n'y a que quelque part, ils étaient visionnaires. Ils savaient que c'est ce que ça allait donner. N'oubliez pas que chez nous, l'État a vu le jour avant la nation. N'oubliez pas que ceux qui nous colonisent ont fait de la tribu une expression politique. On fait de la religion une expression politique. Ce sont des brèches savamment laissées pour venir, n'est-ce pas, nous fragiliser en temps opportun à chaque fois qu'ils le veulent. On a eu la débat en Centrafrique à cause d'un problème religieux, chrétien, musulman. Au Cameroun, un problème anglophone, francophone. Mais y a-t-il un ancêtre anglais au Cameroun, un ancêtre français? J'ai dit non. Nous sommes des frères. Je suis juste l'anthropologie du grand littoral. Pour vous dire que vous alliez à Idabato, Jabanais, Bakassi, Isangele, tout ça, quand ils parlent, moi je comprends, nous conversons, on n'a pas besoin justement de parler français ou anglais, nous nous comprenons parfaitement, qu'ils soient revenus au Bercail, mais je suis contente. Et je crois que c'est la même chose pour ceux des deux rives du Mungo, je crois que c'est la même chose également pour ceux de Babajou de Santa, de se retrouver aujourd'hui. Il y a des mariages intercommunautaires, aujourd'hui la culture camerounaise s'uniformise, on ne sait plus qui mange au héros, qui ne mange pas, on ne sait plus qui vit à Garouaboula et qui vit à Santa. Nous vivons une cohésion sociale avec le vivre ensemble aujourd'hui. Je crois que tout va au Cameroun. Oui, monsieur le musicien ivoirien qui saluait cette diversité-là. Dieudonné Essomba, est-ce que le fédéralisme ne va pas, donc, comme le sujet Michel Dicomé, est-ce que le fédéralisme ne va pas freiner l'élan de cohésion nationale, de construction nationale, d'intégration nationale? Parce que, disons-le, après le pari gagné de l'État unitaire le 20 mai 1972, le défi qui se posait au Cameroun, c'était le défi de l'intégration nationale maintenant. Est-ce que pendant que nous sommes sur cette foulée-là, venir imposer ou bien revenir avec le débat sur la fédération, ce n'est pas freiner la construction de l'intégration nationale? D'abord, je vais revenir sur la réponse qu'elle a donnée. Parce qu'il y a une sorte de manipulation intellectuelle à confondre les problèmes sociologiques avec les problèmes sociaux. C'est deux concepts totalement différents. Les concepts sociologiques renvoient à des problèmes, les problèmes sociologiques renvoient à des problèmes entre les rapports entre les communautés. Quand la Corse prend les armes en France, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes sociaux. C'est que la Corse a un problème d'identité. Quand l'Irlande du Nord prendre les armes, ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes de misère. Quand la Tchétchénie en Russie, ou alors le Tibet en Chine, quand ils prennent des armes, ce n'est pas parce que des gens sont pauvres. Il ne faut donc pas confondre. Les problèmes de communauté sont totalement différents des problèmes de classe sociale. Les problèmes de classe sociale se résolvent par des mesures économiques. Les problèmes de communauté se résolvent par la modification de la forme institutionnelle de l'État. C'est deux choses totalement, ils n'ont absolument rien à voir. Le Cameroun peut devenir plus riche que les États-Unis. Cela ne résoudra absolument pas le problème anglophone. C'est un pays qui est totalement indépendant. Il faut toujours avoir ça en tête. Si les problèmes économiques résolvaient tous les problèmes, il n'y aurait jamais de sécession, de guerre de sécession dans les pays développés.
Le simple fait que dans les pays les plus développés aient des conflits de sécession montre que c'est un problème totalement indépendant. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est l'assimilation abusive de l'État unitaire à l'Union. On ne voit pas très bien comment on peut penser que la France unitaire est plus soudée que l'Allemagne fédérale. Vous vous fondez sur quoi? Pour croire que c'est une évolution de partie de l'État fédéral à l'État unitaire. Vous vous fondez sur quelle théorie? Sur quelle histoire? Sur quel exemple? Il n'y a aucun exemple. Les États fédéraux sont au moins aussi cohérents, aussi soudés et aussi unis. Vous ne pouvez pas dire que les États-Unis sont moins cohérents, ou bien le Canada. Non, ça c'est des histoires. Le Brésil est fédéral, le Mexique est fédéral, les États-Unis c'est une fédération, le Canada est fédéral, l'Allemagne est fédérale, la Suisse est fédérale, l'Autriche est fédérale, l'Inde est fédérale, la Russie qui combat maintenant, qui est une grande référence, c'est une fédération. Faire partie de ce lot est un honneur. Être un État unitaire, c'est une honte. Parce que dans le monde, c'est les États fédéraux qui tiennent le haut du pavé. C'est les plus riches, c'est les plus puissants, c'est les plus grands. Et il n'y a aucun honneur à sortir du rang des plus grands comme un État fédéral pour rejoindre le rang des déchus. Ce qu'on aurait pu faire, c'était de prolonger le modèle fédéral. Le modèle unitaire ne peut aucune cohésion. Il multiplie, il juxtapose les communautés. Mais quel était l'intérêt, selon vous, Dieudonné Somba, en 1972, de passer d'une république fédérale à une république unie? Non, c'était... Quel était l'intérêt pour le dirigeant en ce moment-là? Et quel est l'intérêt pour le dirigeant aujourd'hui de maintenir cette forme de... Non, c'est les gens qui aiment le pouvoir. C'est simplement du jacobinisme. Oui, il y avait la pression de la France parce qu'il fallait contrôler le pétrole du sud-ouest. À côté de ça, l'amour spontané même d'Aïdjo pour le pouvoir, c'est-à-dire parce que c'est le pouvoir, et vous contrôlez tout le monde. Il y avait la police politique, c'est d'or, après Sénère, et il y avait le parti unique, et il y avait les maquisards qu'il fallait massacrer. C'était un système violent. C'était un système violent. Et à l'époque, les gens n'avaient pas nécessairement le recul et le niveau intellectuel. Quand quelqu'un me parle des Faubert, il faut était qui? Ils avaient les moyens de faire une analyse. Aujourd'hui, on a le vécu. On parle de Oumyobert, des autres. Oumyobert n'a jamais demandé un État unitaire. Il n'a jamais demandé la réunification avant la manière. Évoquer les pères de l'indépendance pour évoquer la chronologie entre la réunification et l'indépendance. Les gens confondent réunification avec État unitaire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation. L'État unitaire est tout simplement un modèle de relation de l'État qui n'a rien à voir avec l'unité nationale, qui n'a rien à voir avec la réunification. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un mode d'organisation de l'État. Hein? C'est une manipulation, un mensonge. Entretenu par exemple, ça remet à la bureaucratie centrale. Et qui ne s'appuie absolument sur aucun argument technique. Les partisans de l'État unitaire n'ont aucun argument entre eux. La peur du fédéralisme. Mais ils n'ont aucun argument positif en faveur de leur thèse. Ils disent toujours, oui, on va faire ce. Les pays même qui ont les massacres ethniques et autres, c'est quoi? C'est les pays unitaires. Nous sommes pratiquement ici aujourd'hui en période de transition. Tout le monde convoite les 5 700 milliards du palais. Les gens qui sont au palais ne sortiront pas. Pour les sortir, il faut des bazookas. Mais ça, c'est les blocages d'une État unitaire. Parce que celui qui a été là tout. On dit aux gens, non. Ce modèle est un modèle dangereux. On a des gordistes qui menacent.
Il descend, et parmi lesquels qui se plaignent, qui chialent, les ambosons et les ambophones. Mais vous niez ça pour maintenir un système fondamentalement menteur. On ne sait pas pourquoi on a atteint ce niveau. Hein? Partout, c'est des petites coalitions. Hein, vraiment, tu as perdu. Il y a, voilà, qu'il meurt. Mais tout on sait que tel modèle peut conduire à quoi? Et vous pensez que... Non, c'est-à-dire, regardez, le seul pays où aujourd'hui on a des bonnes transitions, alors c'est un pays très compliqué, c'est quoi? C'est le Niger. Parce que le Niger... Il est passé par le coup d'État sous le fédéralisme. Non. L'Est est né avec la tentative de suppression de l'État fédéral par les îles. Ça a déclenché une série d'installations. Mais le système s'est restabilisé. Il s'est restabilisé. Et aujourd'hui, c'est une démocratie très solide. Pourquoi? Parce qu'on a un État en deux étages. Au Cameroun, il y a des communautés qui sont à jamais en marge. Parce que si le président est calme, le premier ministre sera ceci et tout ça. Il y a peut-être qu'ils sont les écrans, parce que... Pardon? On a beaucoup parlé des écrans sur ce plateau. Non, en fait, les gens sont tels que les gens ne voient pas la rigidité de ce système. Les gens espèrent de nous. Vous connaissez un seul cas d'un État militaire où des gens au palais contrôlent la totalité de ces gens-là sont sortis un jour. C'est le Sénégal. Non, je parle de l'Afrique centrale. Ah. Au Sénégal, mais pas au Cameroun. Le Sénégal, c'est essentiellement le Wolof. Et beaucoup, le reste, là, on est colonisé. Ici, nous sommes dans une zone de forêt où les communautés sont extrêmement segmentaires et où le pouvoir a un enjeu communautaire très violent. Quand Aïdou laisse le pouvoir dire, les gens d'Aïdou, quand ils disent l'eau, le prennent pas la force. Et c'est pas la force qu'ils sont chassés de Yaoundé. Maintenant, ces négociations-là, ils ont les yeux rouges. Pendant ce temps, non, les yeux rouges. Vous niez ça, j'ai dit non, ceci. La seule solution qui résout ce problème, c'est le fédéralisme. C'est-à-dire le partage. Le fédéralisme, c'est quoi? C'est le partage de la gestion des 5 700 milliards qui sont au budget. Le partage du gâteau national. Oui. Et maintenant, alors, c'est lui-même l'anglophone. Les gens parlent comme c'est contrôler la situation au Nozo. Oui, l'État va faire ça. Mais l'État va faire quoi au Nozo? On sait très bien que après avoir fait des fanfarons, on va les mater et tout ça. L'État aujourd'hui est réduit qu'au contrôle d'une partie des Bamandé et Boya et quelques villes. Ils ne contrôlent rien du tout. Bon, maintenant, quand vous parlez d'État militaire, vous allez c'est ça que vous allez présenter aux Ambapois. Les Ambapois sont armés. Vous êtes partis pour les mater, ils ont résisté. Et vous continuez à tenir un discours qui n'a aucun sens. Et il faut maintenant tenir un discours qui permet aux anglophones de changer d'option. Maintenant que les Ambapois ont pu résister et continuent à résister, et ils se renforcent. Il faut tenir, parce qu'au fur et à mesure qu'on joue ce jeu du fanfaron d'un État westphalien qui peut tout, c'est fini ça, c'était une fiction. On ne peut plus désarmer ces gens. Si on reste dans le modèle, ce n'est plus possible. Vous avez fait le tour du chrono 2 fois déjà. Michel Dikoumène, et on sortira par là, c'est le dernier tour de parole pour vous. On se projette vers l'avenir. Et la question la plus prégnante, la plus préoccupante pour l'intégration nationale en ce moment, c'est la question anglophone. Disons-le ainsi, pour reprendre l'expression de Jacques Famdoro, comment on adresse la question anglophone en attendant de revoir la forme de l'État, en attendant la transition, comme dit Dieudonné et Soumba, comment
de votre point de vue, on fait pour ramener la paix dans ces deux régions, au-delà de la tenue du grand dialogue, au-delà de la cession d'un statut spécifique à ces deux régions-là? On prend ce sujet par quel bout maintenant? Alors là, c'est vraiment une question colle. Une question colle parce que je ne jouis pas du pouvoir de décision. Non, vous faites des propositions, vous êtes très écoutés en ce moment. Pour la simple raison que vous semblez nous faire comprendre que toutes les voies de recours sont épuisées. Ce qui n'est pas le cas. Non, c'est pas ça. Voilà, à l'initiative justement du chef de l'État, le président Paul Biya, qui a eu tenu du grand dialogue national. Et je crois que les adeptes du fédéralisme aujourd'hui devraient être servis. On leur a donné 2 régions spéciales. Ils les ont. Alors je crains que pendant qu'ils se battent dans les forêts, au moment où ils voudront bien déposer les armes et arrêter, qu'ils ne trouvent que le reste du Cameroun a évolué, a fait un bond en avant en termes de développement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour les économies faibles comme nous autres, des États qui aspirent à l'émergence, notre leitmotiv, c'est quoi? C'est le développement. Et le développement que nous implémentons aujourd'hui à travers, n'est-ce pas, la production locale. Alors, pendant que d'autres se mettent donc au rythme de la production, tel que demandé par le chef de l'État, au moment où les collectivités territoriales décentralisées ont pris du pas, pour ceux-là qui disent donc, dans le sud, le nord-ouest, est né le Cameroun, plus que tous les autres Camerounais, qui estiment qu'ils attendent une autre renégociation de leur situation, et je crains qu'au moment où ils voudront prendre à bras le corps les problèmes réels de l'heure, ils risquent d'être assez tard, ou ils se retrouveront encore en retard par rapport au développement. En d'autres termes, vous dites aux anglophones, sortez de la bourse, sinon vous allez rater le train du développement. Tout simplement, parce que le développement ne s'initie pas qu'au Cameroun. Nous avons maintenant sur tout le continent la mise en place du libre-échange continental, la zone de libre-échange continentale. Donc, le développement que nous mettons sur place aujourd'hui ne se limite pas au Cameroun. Nous embrayons justement le grand décollage sur le continent. Il ne faudrait pas que les seules régions du Cameroun soient en reste, que tout le monde puisse, au moment palper effectivement les fruits de la croissance. Ça, c'est au niveau de l'infrastructure, mais au niveau de la technostructure de l'organisation. Comment institutionnellement on peut adresser la question aujourd'hui, puisque, comme on le disait, on a essayé le grand dialogue national, on a refait la loi en accordant les spécificités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les armes, on les chasse en brousse, ou on continue la négociation? Qu'est-ce qu'on fait? On a essayé. On n'a même jamais rien arrêté. Quand vous parlez même de dialogue, le dialogue se poursuit, il est constant et permanent. Les pouvoirs publics n'ont jamais arrêté. La main du chef de l'État reste tendue vis-à-vis de cette jeunesse-là. Presque chaque jour, quand même, il y en a qu'on récupère pour les camps de réhabilitation. Ils sont là pour être paramétrés psychologiquement autrement. Ensuite, ils vont bénéficier d'une formation avant une réinsertion sociale. Alors, il y a une question que moi, je voudrais plutôt que vous leur posiez, pas à moi. Quelle est cette revendication où vous prenez sur vous d'empêcher à vos jeunes frères, à vos fils d'aller à l'école? Quelle est cette colère qui vous amène à vous entretuer entre vous? Et quelle est cette revendication nationale qui n'a qu'un périmètre, c'est-à-dire que la zone anglophone, où vous tuez tout? Ça n'a aucun sens. Ça ne veut même absolument rien dire. Pourquoi on n'a pas trouvé d'autres mécanismes de revendication que de prendre les armes et s'entretuer les uns les autres? Non, il y en a plein. Le droit de grève d'abord est reconnu et pour gréver, il y a plusieurs mécanismes de grève. Ils auraient pu faire autre chose que de s'entretuer. Vous êtes pour que cette race-là disparaisse? Je n'ai pas d'opinion. Moi, ça me fait mal.
Ouais, le son est parti. Le son est parti. Je voulais... C'était presque déjà à la fin. Je vous mets cette histoire quand Essomba parle. Les diplômés. Les gens qui ont les diplômes. Viennent dire non. Il ne faut pas écouter Essomba. Vous voyez bien. Madame Dikoumé, vous parlez des mots, utilisez les mots, refuse de poser de problème en termes de solution du vécu des citoyens. Mes chers compatriotes, vous dites quelque chose. Lorsque les gens qui vivent sur un territoire abandonnent leur mode de vie, ils sont appelés à disparaître. Ils abandonnent leur mode organisationnel de la société, ils vont disparaître. Ils abandonnent leurs valeurs, leur culture, ils vont disparaître. La disparition est organisée et implémentée par l'État unitaire. Observez une chose. Tout le monde dit développement. Mais est-ce que c'est quoi être développé? Parce qu'il y a plusieurs sortes de développement. Il y a le développement que tu as conçu, s'il vous plaît, je finis le direct. Il y a le développement du fait que tu as conçu les immeubles. Il y a le développement du fait que tu as goudronné les roues. Mais que ta population est pauvre. Il n'arrive pas à manger. Ce développement existe aux États-Unis d'Amérique. Allez en Californie. Allez en Basse-Californie. Allez à... Comment on appelle ça? L'État, si. Là, à New York, ça c'est le développement où on a conçu les immeubles, rue Goudonné. En bas de ces immeubles-là, les clochards sont partout. Il y a le développement du fait que, qui est basé sur le fait que c'est la vie des populations qui intéresse ceux qui sont au pouvoir. Le fait de rapprocher les citoyens, le fait de raccourcir les distances sur les déplacements des populations, ce développement, c'est ça qu'on voit en Chine.
où on dit tout le monde doit au moins avoir un minimum, doit avoir ne serait-ce que là où il doit dormir. Maintenant, tu as un autre développement qui lui est basé sur le simple fait que j'organise la société de telle sorte que les citoyens eux-mêmes se prennent en charge. En fonction de leurs besoins primaires, ils organisent leur vie autour de leurs besoins primaires. Quand tu viens voir ce genre de population, ils vont te dire que non, nous sommes bien comme nous sommes. Nous sommes bien comme nous sommes. Une minute là, je regarde. Lorsque tu observes le mécanisme de fonctionnement de la République du Cameroun, pourquoi les gens ont peur du fédéralisme? Je vais vous dire pourquoi. Les gens ont peur du fédéralisme parce que les régions vont avoir un pouvoir, et Sombala bien dit, où le pouvoir central ne peut plus revenir. Or, la décentralisation que nous avons au Cameroun, c'est une décentralisation administrative basée sur les écrits. Pas de transfert financier. Maintenant, Madame Dukoum vient nous dire les 15% qu'on doit donner aux régions, aux communes, c'est sur la base des projets. Voilà comment les intellectuels manipulent les textes. La loi dit, on transfère 15%. Point. Madame Dukoum nous dit, les 15%, c'est sur la base des projets que tu vas voir, on va te transférer les 15%. Donc, en d'autres termes, le fonctionnaire continue à concevoir le citoyen de l'arrière-pays comme celui qui ne peut pas réfléchir, celui qui ne peut pas organiser son vécu au quotidien. C'est le fonctionnaire qui doit lui dire, qui doit lui choisir ce qu'il doit faire. En d'autres termes, tu peux envoyer un projet, on te le fait comme le FECOM fait avec les mairies. Le FECOM te donne l'entrepreneur, le FECOM te donne l'architecte. Tout ça là, pour choisir l'entrepreneur, le FECOM va avoir un pourcentage dans le choix de l'entrepreneur. Pour choisir un architecte, le FECOM doit avoir un pourcentage sur le choix de l'architecte. Résultat de course, la maison est surfacturée parce qu'il faut que les gens du FECOM aient leur quote-part dans l'évaluation de la construction de la maison de la mairie. C'est pour ça que vous voyez le FECOM se lance dans les constructions tout azimut de hôtel de ville. Je continue de dire, l'hôtel de ville n'est pas une priorité. Les agents que le FECOM a déjà mis pour la construction des mairies, c'est du gâchis. Parce que la mairie, elle n'apporte pas de plus-value. La construction d'un bâtiment n'a jamais apporté de plus-value. C'est tout ça qui entraîne la pauvreté des communes.
la commune doit d'abord s'organiser autour de la production et la création de richesses. Madame Djoukoumé nous a dit que nous n'avons pas de monnaie, que l'État centralisé va collecter l'argent, va faire ceci, on va payer les impôts. Mais Madame Djoukoumé ne connaît pas que l'argent qui tourne sur le territoire est la conséquence du fait qu'elle est la résultante de l'effort du travail du citoyen qui est dans l'arrière-pays, qui travaille le cacao, qui coupe le bois, qui cherche l'or, qui cherche le diamant, qui fort le pétrole, qui coupe les veillas, qui coupe la banane. C'est tous ces gens qui travaillent pour que eux, Madame Djoukoumé, j'ai les 5 000 milliards à Yaoundé. C'est ça, mes frères. Bon week-end, on se voit demain. En passant, l'emprunt obligataire, ça finit le 25, mais nous, on va arrêter le 24. Tout ce qui envoie l'argent au Cameroun, là, il faut savoir qu'il y a 0,2%. Si tu envoies seulement 300 000, sans ajouter les 0,3% qui sont de 600 francs, mon frère, si tout le monde fait comme ça là, mais on va ruiner mon frère. Tu envoies le montant d'argent, tu ajoutes les 0,2% de la taxe qu'on a instaurée au Cameroun, que le fonctionnaire a instaurée au Cameroun. Tu introduis cette taxe dans le montant d'argent, tu as ça que tu envoies. Parce que c'est cet argent-là qu'on va récupérer lors du retrait de l'argent. Pour que tu continues tu gardes le montant de ton argent. Donc tout ce qui envoie l'argent là, mettez les 0,2% de la taxe au retrait. S'il vous plaît. N'envoyez plus 300 000 francs net. Parce qu'il y a une taxe au retrait. Ah, pas facile. Hein? Si vous faites l'effort. Si tu envoies l'argent, Jules Monoboulou, je suis d'accord avec toi, mais l'État unitaire centralisé refuse, l'État unitaire dit aux communes d'élargir la certificat, de créer leurs impôts. Parce que les impôts que tu vois à l'heure actuelle, c'est collecté par l'État central. Maintenant donc, la seule chose que la commune bénéficie, c'est que la commune a ce qu'on appelle un timbre. Lorsque tu pars légaliser les copies d'actes de naissance, tu achètes le timbre communal. Ce n'est que ça. La commune va louer les boutiques. Mais tous les autres taxes qu'on collecte là dans la même commune, c'est centralisé. Les patanes, les centimes additionnels, c'est centralisé au ministère des Finances. Et lorsque le ministère des Finances a fini de collecter cet argent sur l'ensemble du territoire, le ministère des Finances dit que moi, ministère des Finances, représentant l'État du Cameroun, cet argent-ci là, je vais prendre 10%. Donc, il faut toujours comprendre que l'État protège ses intérêts pour le traitement de ses fonctionnaires qui ne produisent rien. Lorsque le ministère des Finances a pris ses 10%, il ne divise pas l'argent par 360 communes. Il dit, vous n'êtes pas gentil, vous ne pouvez pas gérer l'argent, parce que ce sont les élus. Vous êtes les élus du peuple, donc vous ne pouvez pas gérer l'argent. L'État là a mis sur pied encore une institution qu'ils ont appelée l'OFECOM. Cet État va prendre cet argent, va prendre les 90%, virer au FECOM. Le FECOM dit aux mairies, bon, comme c'est moi qui gère votre argent, pour mon fonctionnement et le paiement des salaires de mes agents,
Je dois prendre dans cet argent 20%. Résultat de course, on a un État qui est organisé pour le pillage des petits citoyens pour bourrer la bureaucratie administrative. Va on fait comme à Essos, si c'est Mombo, si c'est Oula, si c'est Amimban. Va là-bas. Voilà des gens qui ne travaillent pas, ils ne fournissent pas d'efforts, ils attendent que le petit peuple dans l'arrière-pays travaille et ils viennent prélever 20% sur ça pour payer leur salaire, acheter les voitures et ils sont en train de construire. Direction régionale du FECOM du centre, direction régionale du FECOM du sud, direction régionale du FECOM du littoral, direction régionale du FECOM de la Damawa. Une institution qui ne vit que sur l'escroquerie, le dépouillement du pauvre citoyen. C'est pour ça que je suis pour le fédéralisme. Parce que ce sont les institutions parasites. Ce sont les institutions qui détruisent l'État. Cette institution doit être fermée. Bonne soirée à tout le monde. Lipton iced tea, 40%. Avec le fédéralisme, on n'aura plus. Il y aura beaucoup de choses qui vont disparaître. Comme ça. On a plein d'institutions parasites. On a les institutions parasites comme ça. Qui sont là pour ponctionner, sucer l'État comme une sanction. Tout ça, on va enlever ça. Bonne soirée, bon week-end à vous tous. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici.